président de Talent Numéum et vous êtes administrateur même de Numéum. On vient de parler d'innovation. Déjà, une réaction par rapport à ce qu'on vient d'entendre sur cette team de Paul-François Fouillin? Moi, je trouve ça fantastique parce que l'innovation, elle fait partie de nos gènes en France et en Europe. Et c'est réellement un des plus gros moteurs de compétitivité qu'on puisse opposer aux industries chinoises et américaines si réellement on veut avoir l'ambition de relocaliser nos capacités de production en France ou en Europe. Donc ce que vous dites, c'est qu'il faut donner une importance en plus pour justement concurrencer le monde? Oui. C'est quoi une importance en plus, par exemple? Une importance en plus, c'est sans arrêt sortir de sa zone de confort, sans arrêt considérer que le moment présent, même s'il est très positif, doit évoluer pour faire face au moment futur. Et je retiendrai la dernière phrase de l'intervenant d'avant, c'est avoir un cap suffisamment loin, un point GPS loin, et puis se réadapter, se donner des points de passage intermédiaires. Donc, être ambitieux finalement. Ah oui, l'ambition, oui, l'ambition. On doit être ambitieux, on doit avoir les moyens de son ambition, et puis aussi, on doit avoir l'ambition de ses moyens aussi. En France, on a des moyens extraordinaires, on a une histoire, on a une industrie qui est millénaire, on a des écoles de formation qui sont de premier plan. Plus de 30% de nos ingénieurs partent à l'étranger, c'est qu'il y a une reconnaissance internationale qui est là. Comment on les garde? Tous ces atouts, ces assets font qu'on doit avoir et construire une ambition qui permettrait de les retenir et de leur dire vous n'avez pas besoin de passer... Quels éléments? Comment on les retient? On ne va pas s'accrocher à leurs jambes. Comment est-ce qu'on les retient? Non, on ne les retient pas en les mettant dans une prison dorée. On les retient en leur donnant la capacité d'évoluer, la capacité de s'épanouir et les capacités de répondre à leurs ambitions. Quand vous avez des ingénieurs, des data scientists qui traversent l'Atlantique pour passer chez les GAFA en Amérique du Nord, ça veut dire qu'ils pensent, parfois à juste titre, qu'ils vont avoir des moyens plus importants pour pouvoir innover, pour pouvoir se réaliser, pour pouvoir évoluer. Je pense qu'aujourd'hui, on a la capacité de leur dire que la France et l'Europe en particulier est un terreau dans lequel ils peuvent aussi évoluer, s'épanouir. C'est ce qu'on essaie de faire. Alors, prenons comment, vous qui êtes expert là-dedans, dans quel tissu se trouvent nos PME et nos ETI françaises dans ce tournant, justement, cette transition numérique? Alors, moi, je voudrais d'abord faire un petit préalable, une petite introduction en disant qu'on vit une période extraordinaire. On est en train d'assister à une convergence de technologies, que ce soit l'IA, que ce soit la blockchain, que ce soit les objets connectés, le métaverse, les jumeaux numériques. Toutes ces technologies suivent une évolution exponentielle. Elles sont matures. Et elles sont associables. Ça veut dire qu'on va pouvoir composer et réaliser quelque part, non pas un puzzle avec une figure imposée, mais un Lego pour pouvoir améliorer son efficacité, améliorer sa résilience et puis s'ouvrir à l'innovation. Et ça, c'est extraordinaire. On est dans une période qui est équivalente à celle qu'on a vécue au 19e siècle avec l'arrivée de la machine à vapeur qui, au départ, a remplacé les animaux sur des tâches difficiles, et puis derrière on s'est aperçu qu'en fait on pouvait se réinventer et inventer une industrie nouvelle grâce à la machine à vapeur. Au XXe siècle, avec l'arrivée de l'électricité qui au départ a uniquement remplacé la lampe à huile pour éclairer des villes, et on s'est aperçu qu'on pouvait faire énormément de choses. Là, avec toutes ces technologies qui vont favoriser ou dynamiser la donnée, on peut bien sûr faire de manière plus efficace ce qu'on faisait hier, mais aussi on peut le faire différent et on peut ouvrir des champs qu'on n'imaginait pas. On a aujourd'hui une technologie qui sait tout faire. Il n'y a rien qu'on puisse imaginer que la technologie ne sache pas réaliser. Et qui nous donne une liberté. Mais justement, sur mes PME, mes ETI, on en est où? Et là aussi, cette technologie, elle se démocratise. Je vais vous donner deux exemples. On a tous un mobile dans la main. L'ordinateur qui est dans le mobile, aujourd'hui, a la puissance de l'ordinateur que la NASA a utilisé il y a 60 ans pour envoyer la première fusée en orbite.
Donc ça veut dire que cet ordinateur-là valait plusieurs milliards de dollars et puis nécessitait un espace peut-être 10 fois comme celui-ci pour le stocker. Aujourd'hui, c'est 1 centimètre carré, c'est une poignée de dollars. Donc ça veut dire que c'est une technologie qui n'est pas uniquement destinée aux grands, qui n'est pas uniquement destinée aux riches, qui est destinée à tout le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, on parlait d'Airbus. C'est sûr que c'est une des plus grandes entreprises mondiales. Donc que Airbus puisse utiliser les technologies, que Airbus puisse innover, ça semble évident. Mais est-ce qu'une petite PME d'une cinquantaine de collaborateurs peut accéder et peut avoir la capacité à utiliser cette technologie? La réponse, elle est oui. Et ce que l'on a fait au niveau de Nouméum, donc juste une petite parenthèse, Nouméum, c'est le syndicat patronal des entreprises du numérique. Donc celles qui ont comme vocation d'accompagner toutes les industries dans leur transformation numérique. On a réalisé un livre blanc qu'on présentera tout à l'heure à l'ensemble du public. Et dans ce livre blanc, on fait état de ces technologies et on montre par des use cases simples qu'elles sont disponibles non pas uniquement pour les très grosses structures, mais pour les plus petites. Mais alors, quelle application d'intelligence artificielle pour quel secteur, pour quelle compagnie? Comment on les aide? Parce que vous dites que vous les aidez avec Nouméum, très bien, mais comment vous faites? Alors c'est quoi l'intelligence artificielle? L'intelligence artificielle, c'est la capacité en fait d'automatiser des processus complexes. Oui. Et un processus complexe, c'est quoi? C'est un processus qui n'est pas déterministe, c'est-à-dire où il y a une part d'aléa. À partir du moment où on sait exactement quelle est l'étape qui suit l'étape dans laquelle on est, bien on peut effectivement faire une automatisation relativement simple. Quand l'étape d'après est aléatoire, c'est un petit peu plus compliqué. Et là, la puissance de calcul nous permet effectivement de pallier à cet aléa. Je vous donne encore un petit exemple. Entre il y a 20 ans et aujourd'hui, on a multiplié par plus de 100 000 la puissance de calcul. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui durait une journée en termes de calcul, aujourd'hui, se fait en 1 seconde. Donc ça veut dire que vous pouvez faire plein de choses que vous ne pouviez pas faire hier. Donc la puissance de calcul est là. Le nombre de data, le nombre de données disponibles et donc qu'on peut utiliser, qu'on peut traiter de manière aussi exponentielle. Il n'y a jamais eu dans l'humanité autant de données disponibles. Alors il faut faire le tri parce qu'il y a des données qui sont vraies, des données qui ne sont pas vraies. On est dans un monde industriel, donc on va considérer qu'on n'est pas pollué par les fake news. Mais là aussi, on a à notre disposition un nombre de données extraordinaire. Et puis les algorithmes, c'est le raisonnement, ça on sait raisonner depuis des millénaires, depuis les Grecs. Donc c'est la conjonction de ces trois grandes forces qui, elles, sont en train de réellement évoluer de manière exponentielle, qui donnent la possibilité à toutes les entreprises, alors pour répondre de manière un petit peu concrète, comment je peux utiliser ça? Je peux utiliser ça dans l'optimisation permanente, continue de ma chaîne de production. Je peux utiliser ça dans l'optimisation de ma supply chain. Je peux utiliser ça pour être au plus proche des matières premières pour que le coût de ma production soit optimisé. De plus en plus, en fait, le coût de production des matériaux va être impacté par l'énergie, l'électricité et l'eau, et puis naturellement par la supply chain, c'est-à-dire le transport des matières premières dont on a besoin dans son usine de production, et puis naturellement l'acheminement des matières finies. Donc c'est tout ce calcul permanent qui peut permettre à une entreprise, qu'elle soit petite, de taille moyenne ou grande, réellement d'être en capacité de réagir de manière continue. J'ai un stock qui diminue, j'ai une rupture, je dois faire face à des phénomènes exogènes que je ne maîtrise pas, le Covid, une pandémie, une crise, une guerre. Eh bien, comment je fais pour me réadapter? Soit je me réadapte avec une intelligence humaine, soit je fais appel à de l'intelligence collective avec de l'analyse de la data pour pouvoir réagir de manière plus forte. Être toujours dans la réaction, c'est pas forcément bon. Être dans l'anticipation, c'est bon, et ces technologies permettent cette anticipation. Mais il y a encore des patrons qui vous disent non, non, moi j'y crois pas.
Bien sûr, parce que la technologie, ça fait peur. La technologie, ça fait sortir de la zone de confort. Sortir d'une zone de confort, sortir de son lit quand il fait froid dehors, c'est toujours désagréable, mais c'est parfois utile. Donc, comment on fait pour faire sortir les gens de leur zone de confort? Alors, comment vous faites? Et aujourd'hui, cette technologie, elle inquiète, elle interroge, elle suscite des craintes. C'est quoi les craintes? C'est la première chose, c'est la perte d'emploi. Est-ce que ces technologies vont détruire de l'emploi? La réponse, elle est clairement oui. On ne va pas se voiler la face. Maintenant, est-ce que ces technologies vont autoriser la création de nouveaux emplois? Là, la réponse, elle est aussi oui. Donc, pour rassurer les gens, il faut se dire, est-ce qu'on va créer plus d'emplois qu'on en aura détruit ou pas? Et là, depuis 2-3 ans, toutes les études sont en train de converger pour dire qu'effectivement, l'IA va détruire des centaines de millions d'emplois, mais pour chaque emploi détruit, 2 emplois vont être créés. Et donc, on est dans une dynamique positive où il faut lâcher prise. Moi, ce que je ne voudrais pas qu'il arrive dans notre pays, c'est ce qui est arrivé il y a une trentaine d'années, quand on a eu ce refus d'obstacle face à l'automatisation de notre industrie. On s'est dit ça va détruire des emplois en masse, et c'était l'école bleue qui était visée, et c'est vrai, mais on n'a pas anticipé en se disant peut-être que ça va en créer d'autres, et que ceux qui vont être créés en plus grand nombre. C'est ce que les Allemands ont fait. Et puis nous, notre industrie a piqué du nez. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir un deuxième virage à prendre. Il faut le regarder avec lucidité, il faut le regarder avec sincérité. On change, donc on sort d'une zone de confort, il faut se transformer, il faut accompagner, il faut former, mais c'est uniquement grâce à cela qu'on pourra améliorer notre compétitivité face aux Américains et face aux Chinois, qu'on pourra donc relocaliser nos outils ou notre capacité de production, parce qu'on aura amélioré notre efficacité, parce qu'on aura amélioré notre résilience et parce qu'on aura amélioré aussi notre capacité à innover. Voilà. Donc, on vient vous voir, même si c'est pour faire au début un petit pas. Ah oui, voilà. De toute façon, le plus grand voyage démarre toujours par le premier pas. Hein. Donc il faut avoir un point encore une fois GPS loin, mais la route, elle peut être différente et il faut savoir saisir les opportunités qu'on n'avait pas imaginées et puis naturellement éviter les pièges que l'on n'avait pas identifiés aussi. Et c'est mieux de le faire en équipe. Merci beaucoup, Numéum. Mehdi Ouaz, on peut l'applaudir. Merci beaucoup.